Alors, bonjour à tous et nous allons commencer cet webinaire. Donc, le sujet du jour, c'est la DSN 2026, nouvelles règles, nouveaux risques, décryptage par la pratique. On est donc aujourd'hui le 18 février. Nous vous parlerons tout d'abord en début des CRM de rappel que nous allons vous exposer. Alors, d'abord, qui sommes-nous rapidement? La plupart, vous nous connaissez, je pense, depuis que nous faisons des webinaires. Je suis moi-même Alain Forêt, directeur général de la société Fiable Data, cofondateur de la solution ZenDSN. Nous sommes une entreprise innovante qui sommes soutenus par BPI France, la région de Normandie et le réseau de Business Angels normand. Nous avons été créés en 2019. Nous sommes de plus de 20 collaborateurs spécialisés dans la paye puisque nous avons déjà développé un logiciel de paye avec les équipes. Et donc, les équipes sont des experts de la paye, que ce soit en contact avec nos prospects, nos clients, comme au niveau développement informatique. Et également, nous insistons sur notre indépendance totale dans l'analyse des contrôles de DSN. Nous ne dépendons pas d'un éditeur ni d'un organisme, ce qui fait une vraie analyse indépendante. Également, pour votre information, nous sommes certifiés ISO 27001 pour tous les aspects sécurité, confidentialité et aussi derrière RGPD. Notre raison d'être, c'était tout d'abord de sécuriser les entreprises en les aidant à se mettre en conformité, donc de réduire le niveau de risque au niveau sociaux et financiers. Alors, moi, je dis des fois sociaux, parce qu'actuellement, avec la CRM de rappel, il y a des risques sociaux. Et puis derrière, de exploiter cette super base de données de la DSN pour faire notre reporting légal à partir des données analysées, contrôlées et corrigées. Nous ferons sûrement une webinaire sur le nouvel indice d'égalité femmes-hommes qui va être défini pour 2027, puisqu'il y aura une bonne partie des indicateurs qui partiront de la DSN et notre outil permet de traiter tout cela. La CRM de rappel et DSN de substitution, c'est le sujet du jour. On va en parler avant d'attaquer 2026, les évolutions. Donc, pour rappel, les typologies de CRM. Les CRM se déclinent en plusieurs types. La CRM 119 qui est donnée 4 heures après le dépôt de votre DSN. La CRM 120, toujours URSSAF, ça c'est pour les gens qui sont dépendants de l'URSSAF, à J+5 après l'échéance de la DSN. Et après, pour le MSA, c'est la 130 et la 136 avec les mêmes délais concernant la restitution de cette CRM sur votre site NetEntreprise. Également, 2 CRM spécifiques importantes, la 118 concernant vos effectifs URSSAF et MSA qui sont calculés pour définir les seuils, et la CRM 121 qui est depuis 2023, qui est la CRM identité pour contrôler surtout le numéro de sécu avec l'identité du salarié. 2 autres CRM existent depuis 2025. Une depuis 2025, c'est la CRM 124 qui a été testée en mars 2025, qui cette année sera mise en place en mars 2026, et la CRM 125 qui est pour le MSA qui sera en place d'ici 2027. À la suite de ces CRM, il y aura 2 CRM de post-substitution. On verra tout à l'heure qu'est-ce qui est substituable par rapport à ces CRM. Il y aura la 132, donc vous aurez une CRM de rappel, après une CRM post-substitution, qui sera la 132 pour l'URSSAF, qui sera vers le mai-juin 2026. Et pour la MSA, ça sera dans les périodes mai-juin 2027. Alors, pour rappeler un peu les volumétries, aujourd'hui à peu près, c'est les situations en 2025, on va remettre tout à jour parce que 2026, on a encore des nouveaux contrôles qui sont arrivés. Donc là, il y a pour l'URSSAF 119-120, il y a à peu près 170 contrôles. Pour le MSA, il y a 105 contrôles qui sont dans les CRM. Pour l'identité, il y a 22 contrôles. L'effectif, il n'y a pas de contrôle puisque c'est votre effectif. Il y a une projection 2028 de mise en place d'un référentiel unique regroupant 823 contrôles, tout organisme confondu, puisqu'à la fin, il n'y aura plus une CRM URSSAF, une CRM MSA, puis de l'autre côté, les caisses des organismes retraite complémentaires. Donc, ça fera une CRM unique pour d'ici 2028, avec un CRM interrégime consolidé pour la fin progressive des CRM par organisme. Ça veut dire qu'il n'y aura plus qu'une seule CRM globale pour les agents carco, pour les prévoyances mutuelles, tout ce qui est lié au contrôle des DSN. Conséquence pour les entreprises, davantage de contrôle analysé, plus grande transparence, mais aussi plus de complexité brute, puisqu'il faut analyser ces fameuses CRM. Il est important de ne pas laisser passer une seule CRM. Je regardais la replay du coup. D'accord, ok, je croyais que quelqu'un avait vous ne voyez pas la webinaire. Je continue. Donc, la CRM de rappel apparaît quand une anomalie signalée n'a pas été corrigée dans les DSN suivantes. D'accord.
Il rappelle les anomalies et marque une étape supplémentaire de mise en conformité. Objectif, inciter fortement à corriger avant passage à une substitution apposée. Échéance clé, donc la CRM 124 en mars 2026 pour les CRM 119-120. Pour le MSA, ça sera la CRM 125 en mars 2027 pour les CRM 130 et 136. Important, les CRM de rappel sont les derniers avertissements avant que l'organisme substitue lui-même les données. Bon, c'est le dernier avertissement, mais il y a aussi la CRM de substitution. Donc, la DSN de substitution, principe, si les anomalies relevées par les CRM de rappel ne sont pas corrigées, l'organisme substitue les données en DSN. Alors, je vais tout de suite revenir à le petit point qui est orangé. Il n'y aura que 2 anomalies qui seront substituables. Dans votre CRM de rappel, vous aurez beaucoup d'anomalies. L'ensemble des anomalies des CRM 119 et 120 pour cette année, puisque le MSA n'est pas concerné, mais il n'y a que 2 codes d'anomalies à corriger, parce que ceux-là seront à corriger, du moins à vraiment travailler. C'est les 2 CRM, les 2 anomalies ci-dessous qui concernent les jours de plafond, d'accord, qui concernent le prorata, le recalcul du plafond de la sécurité sociale à partir des jours calendaires et l'information dans le contrat concernant le temps partiel, temps plein, etc. Donc voilà, donc l'URSSAF, substitution possible à partir de mi-2026 par la CRM 132, d'accord. Je vais vous présenter un petit document qui vient de LinkedIn de l'URSSAF, sauf qu'il y avait une petite date. Donc, février, il faut régulariser à tout prix vos anomalies de 2025. Bon, maintenant, il est un peu tard maintenant pour régulariser. On arrive presque à la fin du mois de février, grâce au suivi d'URSSAF, et avant mars 2026 pour éviter les CRM de rappel. Aujourd'hui, il est un petit peu tard de nous le dire parce que c'était depuis longtemps qu'on aurait dû corriger. Entre le 13 et le 23 mars, vous aurez votre CRM de rappel annuel. Donc, ce compte-rendu récapitulatif vous est envoyé en cas d'anomalie constatée en 2025 et non rectifiée dont les anomalies substituables. Donc, je rappelle bien que les 2 anomalies substituables concernent les 2 anomalies précédemment dans mon PowerPoint. Donc, le 13, c'est pour tous les gens, à partir du 13, pour tous les gens qui déposent leur DSN pour le 5 ou le 6, et pour le 23, tous ceux qui déposent leur DSN pour le 15. Entre mars à mai, vous aurez un dialogue avec les URSSAF. Vous pouvez contacter votre conseiller d'URSSAF pour être accompagné dans vos démarches pour régularisation. Donc, il faudra faire des blocs de régule s'il y a des erreurs de transfert de jours calendaires, qui est la principale anomalie qui sera à corriger. Alors, agir pour… donc, voilà. Donc, mars à mai, il faut régulariser pour éviter les substitutions. Donc, il faut faire des blocs de régule dans votre DSN de mars, avril et jusqu'à mai. Et donc, jusqu'au 5 mai, la régularisation, donc ce n'est pas tout à fait vrai, c'est juste de mars à avril, puisqu'à partir du 5 mai, c'est la date de limite de régularisation. Donc, on pourra faire des blocs de régule que sur la période de mars et mai. Et à partir de là, il y aura la CRM de substitution et la DSN de substitution. Bien sûr, pour bloquer les délais, il faudra bloquer si vous n'avez pas le temps de régulariser tout. Donc, il faudra contacter vos URSSAF pour essayer de bloquer la situation afin d'éviter cette fameuse DSN de substitution en ayant, bien sûr, globalement bien argumenté les raisons de votre blocage, soit des problèmes de délai, soit des problèmes de volume d'analyse, etc. Donc, le contexte, une erreur sur les dates de début ou de fin de contrat ou l'absence de réajustement du nombre de jours calendaires pris en compte dans le calcul de paiement, notamment en cas d'absence non rémunérée, peut entraîner un calcul erroné du plafond de la sécurité sociale. Conséquences, je vais vous montrer des exemples. Recalcul des cotisations vieillesse URSSAF et MSA pour l'année 2027, recalcul des tranches A et B pour les retraites, et en l'absence de correction, un écart peut apparaître entre le bulletin de paie et le relevé de retraite salarié. L'entreprise peut devoir procéder à une régularisation des cotisations à la hausse ou à la baisse. Cela peut également impacter le net social, le net à payer du salarié. Alors, j'ai préparé quelques simulations d'erreurs. Donc, je vais vous en présenter une en tableau Excel. Donc, voici un bulletin de salaire d'un salarié qui touche 5 000 €, puisqu'il faut qu'il soit plafonné. Donc, c'est un mois. On est bien d'accord. Il faudrait le faire en cumul. Il a une absence non rémunérée de 5 jours. Donc, on est au mois de janvier. Il y a 31 jours. Donc, dans ces cas-là, il y a 26 jours de plafond. Votre paye, vous l'avez calculé de cette façon-là. Et voilà le calcul qu'il y a eu. Vous n'avez pas envoyé le bon nombre de jours de plafond. Ça veut dire que votre éditeur ou votre logiciel n'a pas permis ou vous n'avez pas saisi comme quoi qu'il fallait, comme c'est une absence non rémunérée, bloquer les 5 jours de plafond. Donc, vous avez envoyé 31 jours de plafond. D'accord ? Donc, quelque part,
si vous ne corrigez pas cette anomalie de nombre de jours de plafond, qui est la structure des jours calendaires dans le bloc 53, 51, je ne me rappelle plus, on verra tout à l'heure, vous aurez dans ces cas-là une anomalie, et dans ces cas-là, la DSN de substitution remettra 31 jours et va recalculer vos cotisations. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vos cotisations de vieillesse vont changer. Vous voyez bien que là, en fin de compte, au lieu de 231, vous auriez dû cotiser 265 et vous allez cotiser 265 et 328. Donc, ils vont vous rappeler un rappel de cotisation de la différence de ces deux montants. D'accord ? Ça, c'est la première conséquence. Mais surtout, la conséquence, c'est que le salarié, au lieu d'avoir dans sa feuille de temps pour sa retraite, au lieu d'avoir 3 359, il va avoir 3 846. Alors, c'est à son avantage, il aura plus de retraite, mais quelque part, ça ne correspond pas à son bulletin de salaire. Donc, il y a un écart. Et bien sûr, concernant les retraites tranche A, tranche B, il y a aussi recalcul des cotisations. Donc, vous voyez, le risque, c'est qu'en fin de compte, le salarié n'aura pas sur ses relevés de retraite les bons montants qui correspondent à son bulletin de salaire. Donc, il faut à tout prix corriger, parce que là, c'est réellement une anomalie. C'est une anomalie de DSN, d'envoi d'éléments dans DSN. Votre paye est bonne, mais vous avez un facteur, qui est le jour de plafond, qui a été envoyé erroné. Donc ça, c'est le cas d'anomalie flagrante et qui peut créer des DSN de substitution si vous ne corrigez pas et avec des risques sociaux. Parce que quelque part, il faudrait refaire le bulletin de salaire. À la fin, le montant du net, alors c'est très peu de centimes, mais le net social change un peu, le net fiscal change un peu. Donc quelque part, si correctement, si c'était 31, il faudrait refaire le bulletin de salaire. Donc premier cas. Deuxième cas, je vais reprendre le deuxième cas. Là, c'est une autre chose. J'ai un salarié, il est là, il est rentré, on a mis 31 jours, sauf qu'il est rentré en cours de mois et qu'en fin de compte, il y a une erreur de date. Et il aurait dû avoir 20 jours de plafond. Donc là, c'est dans l'autre sens. Ça veut dire que là, ce cas-là, ça veut dire qu'ici, je n'ai pas mis la déduction entrée-sortie, mais il avait un salaire de temps. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe ? Il a cotisé sur 228 pendant qu'il aurait dû cotiser sur que 178 euros. Donc, aujourd'hui, sur son bulletin de salaire, il a un niveau de retraite à 4005, pendant que l'administration va calculer 2583. Est-ce que c'est 20 ou 31 ? Mais si c'est ce cas-là qu'il a 20, vous avez mis 20, parce que vous avez mis dans le début de contrat, vous avez mis 10 pendant qu'il était rentré le premier. On va prendre un exemple, il est rentré premier. Il va avoir sur sa retraite que 2583 euros de base de retraite sur son plancher. Et bien sûr, il ne va pas avoir assez cotisé, donc il va être, en fin de compte, il va avoir moins de caisses de retraite. Alors, c'est des petits montants, donc sur 30 ans, ça n'est pas grand-chose, mais s'il y a plusieurs fois d'anomalies dans plusieurs dossiers, voilà les conséquences. Est-ce que ça, c'est l'exemple des conséquences des risques des 2 jours de plafond calendaire et qui sont substituables. Donc, je vais revenir sur mon PowerPoint. Donc, voilà les exemples. On vous les mettra bien sûr, vous aurez dans le replay, vous aurez ces exemples-là pour regarder. On va parler des évolutions de 2026. Donc là, il y a des évolutions importantes en 2026 et on s'aperçoit, nous, quand on passe les DSN sur notre outil, des anomalies qui restent et des manques de paramétrage. Donc, je rappelle les évolutions qui sont très importantes et ce qu'il faut vérifier à tout prix concernant 2026. Le premier sujet, c'est la RGDU. Pourquoi ? On a changé les règles de la réduction générale de RGCP, qu'on a passé en RGDU, sauf qu'il y a encore des cas qui sont en RGCP. Mais le but, c'est de fiabiliser en 2026 pour que l'administration puisse contrôler directement à partir de vos DSN vos calculs de RGDU à partir de 2026. Pour mieux distinguer, pour ça, ils doivent mieux distinguer les éléments inclus et exclus de l'assiette, mieux clarifier l'impact des absences pour proratiser les SMIC et fiabiliser les calculs. Alors, suite à ça, donc, il est apparu des nouveaux codes dans certains blocs. Donc, dans le bloc 51, 2 codes importants sont arrivés. C'est le code 28, qui est la rémunération perçue hors élément non affecté par une absence, et la rémunération 29, la rémunération habituelle, mois complet, hors élément non affecté par l'absence. Ces 2 éléments-là servent à recalculer le SMIC, à le proratiser quand il y a des absences. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on avait une DSN, la seule chose pour contrôler les réductions, c'était de prendre le montant du SMIC qui était déclaré dans un bloc et recalculer à partir de cette règle. Maintenant,
l'administration va pouvoir contrôler que ce SMIC est bon, bien calculé. Et là, actuellement, nous constatons depuis le mois de janvier déjà des manques d'alimentation corrects du bloc 28-29 et qui va générer des problèmes l'année prochaine. Également, dans le bloc 54, il a été créé pour ceux qui sont en DFS avec les abattements, la part des frais professionnels à réintégrer dans l'assiette de contribution. C'est pareil, cette valeur-là n'était pas toujours bien claire dans les déclarations de DSN. Maintenant, il faut y intégrer dans le code 35. Donc, ça veut dire les frais professionnels qui rentrent dans la part en haut du bulletin de salaire pour appliquer l'abattement doivent être dans le code 35. Très important, ça va être aussi permettre à l'administration de contrôler aussi votre RGCP pour les gens qui sont en DSF. Donc, attention de bien contrôler à partir du mois de janvier que tout est renseigné. Alors, tout n'est pas renseigné. Attention, ces contrôles-là feront partie demain d'une DSN, éventuellement de CRM de rappel l'année prochaine. Donc, le cas également, il y a un transfert d'évolution au niveau des déclaratifs. Aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'employeur est éligible à la réduction générale, quelle que soit la rémunération du salarié, l'utilisation toujours des codes CTP 635 maladie et 435. Interdiction maintenant d'utiliser les codes 637 et 437. Ces CTP de déduction 637-437 deviennent optionnels pour les employeurs éligibles à la nouvelle réduction générale. D'accord ? Conformément à la norme, seuls les CTP 635 et 435 permettront une écriture cohérente pour la suppression des taux réduits. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on garde des anciens codes. Il faut faire très attention à vos codes CTP pour déclarer vos déclarations individuelles. L'employeur non éligible à la réduction générale, il y aura toujours, l'employeur continue à utiliser les 635-430. Aucun changement par rapport à la pratique actuelle. Il ne doit pas utiliser toujours 637-437. Employeur bénéficiant d'une autre réduction dégressive, les rémunérations dépassant le seuil on doit utiliser les codes 635 et 430. Si la rémunération repasse sous le seuil en cours d'année, utilisez les 635 et 437. Ça, c'est pour ceux qui bénéficient des anciennes des réductions dégressives. D'accord ? Aller-retour est propre au dispositif dégressif hors réduction générale. Montant d'une aide sociale, très important. On avait beaucoup de CRM concernant le problème du montant d'une aide sociale lié au problème des JJSS et certains problèmes qui faisaient qu'on était, des fois, il y avait un CRM qui était des fois incohérent par rapport à la réalité parce qu'on ne déclarait pas les JJSS subrogés. À compter de 2026, il faut déclarer à tout prix dans le bloc 54 les JJSS subrogés qui s'intègrent dans le MNS. Attention, pareil, aujourd'hui, beaucoup de logiciels ou beaucoup de personnes n'ont pas reparamétré leur rubrique d'IGSS subrogée pour qu'elle tombe dans le bloc 58, type 10. Et pareil pour le bloc 54, le type 37 dans le bloc 54, concernant la participation intéressement versée immédiatement et directement par l'employeur. Et il y a eu un code de rajouter aussi au niveau Agir Carco, le 146 pour la part patronale tranche 2. Ça, c'est pareil. Vérifiez vos paramétrages de logiciels. Ce n'est pas actuellement le cas de tous les logiciels. On a encore des anomalies sur ces paramétrages-là au mois de janvier. J'espère qu'en février, ça corrigeait. Mais attention, il faut faire la régule depuis le mois de janvier. Déclaration des IGSS subrogés, c'est ce que j'insiste, dans le bloc 58, c'est important depuis l'année 26. Donc, les IGSS subrogés doivent être déclarés dans le bloc 58, ce qui permettra de fiabiliser le contrôle du MNS et fiabiliser les droits sociaux pour le RSA et la prime d'activité. Autre évolution technique. Je rappelle qu'il y a le versement mobilité régionale et rurale. Donc, le VMR introduit un versement spécifique dans les zones PACA, Occitanie, Bretagne et Centre-Vallée de Loire. C'est un taux plafond à 0,15. En DSN, attention de bien déclarer en bloc 81 le code 918, qui se rattache au code 57 du code 78. Cotisation déclarée en bloc 23 par le CTP 820 VMR et 822 VMR à taux réduit. Les entreprises doivent vérifier l'assujettissement de chaque établissement via son SIRET. Très important, c'est une nouvelle règle. Et là encore, il y a encore des problèmes de paramétrage de logiciel ou de non-calcul de ce taux. Attention au risque demain d'avoir des courriers de l'URSSAF. Bon, transfert de URSSAF, MSA, France Travail et CTP. Donc là, il y a une bascule des CTP concrètes qui impacte toutes les payes. La réforme des allègements généraux entraîne une réorganisation des déclarations DSN à côté de janvier. C'est bien ce que je viens de vous dire. Donc,
Les évolutions portent sur les choix du CDP qu'on a vu tout à l'heure, selon la situation de l'employeur vis-à-vis des dispositifs de réduction, suppression de la réduction des taux maladie, distinction entre les employeurs éligibles à la nouvelle réduction, employeurs non éligibles et appliquant une réduction dégressive autre que la réduction générale. Les taux renseignés dans les CTP et les modalités déclaratives ont la maille individuelle, restent inchangés. Bon, ça, c'est important, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Contribution conventionnelle. Donc là, il y a des transferts progressifs de certaines contributions vers l'URSSAF. Plusieurs branches professionnelles vont confier à l'URSSAF ou à la MSA le recouvrement des contributions conventionnelles au dialogue social et à la formation professionnelle. Donc là, vous aurez le petit lien pour consulter le détail quand vous aurez le support. Donc, il y a 2 créations de nouveaux codes, le code 140 et 141. Ils sont exigibles mensuellement et leur redevabilité sera déterminée en fonction de l'IDCC, donc votre code de convention collective. Attention aussi à ce point-là. Aujourd'hui, il n'y a pas encore des erreurs de déclaratifs qui ne sont pas encore effectuées pour les codes IDCC concernés. Donc, attention de bien être vigilant sur le contrôle de vos DSN. Vous voyez, il y a beaucoup de codes à contrôler, vérifier qu'elles sont bien alimentées. Il y a du transfert de l'URSSAF, France Travail toujours, les contrôles renforcés des cohérences de convention, les nouveaux CTP dédiés dans le bloc 23, 844-45. La contribution repose sur l'assiette brute déplafonnée. Un référentiel URSSAF est en ligne, permet d'identifier les taux applicables. Le taux peut varier en fonction des IDCC, éventuellement des effectifs, c'est ce qu'on vient de dire. Contrôlé croisé, IDCC, code de cotisation 140-141 et les CTP utilisés. Les périodes antérieures à 2026 seront générées par les anciens collecteurs. Donc, ça veut dire à partir de 2026, c'est bien collecté pour, bien sûr, le référentiel des IDCC que je vous ai dit tout à l'heure. Très important. Le temps partiel thérapeutique. Ça fait des années qu'on en parle. Une communication de notre entreprise du 13 août précise que le bloc 66 temps partiel ne remplace pas encore la DSIJ. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est toujours obligé d'utiliser ça pour les temps partiels thérapeutiques ne sont pas déclenchés automatiquement via la DSN. Par contre, l'employeur doit toujours donc transmettre une attestation de salaire à la CPM, même si le bloc 66 est renseigné. En pratique, le bloc DSN est facultatif. C'est en pratique. La DGSL reste obligatoire dans tous les cas. Donc aujourd'hui, le mi-temps thérapeutique n'est pas une zone obligatoire de la DSN. Je vous le conseille fortement de le renseigner quand même, parce que si vous utilisez pour faire du reporting, pour avoir les mi-temps thérapeutiques, autant l'avoir à partir de la DSN que de s'amuser à les recharger autrement pour des histoires de reporting. Maintenant, ce n'est toujours pas utilisé pour faire un déclenchement automatique des IJ concernant le mi-temps thérapeutique. Nous espérons que ça arrivera en 2027. C'est toujours une procédure manuelle. Autre évolution technique, donc un nouveau contrat de valorisation de l'expérience. Donc ça, attention, le CVE est un nouveau CDI destiné aux salariés expérimentés créé par la loi senior du 24 octobre. Il s'agit d'un CDI de droit privé qui vise à valoriser le maintien et le retour dans l'emploi des seniors en DSN. Bon, le CVE se traduit une nature de contrat nouvelle dans le bloc 40, d'accord, un code 007, à une valeur 83, d'accord. Point de vigilance, bien distinguer les CVE des autres CDI spécifiques, CDD seniors, etc. C'est un contrat nouveau. De ne pas le mélanger. C'est pas les CDD seniors restent CDD seniors. Les CVE sont un nouveau contrat. Mettre à jour les listes déroulantes de référentiels de côté paye DSN, vérifier l'impact éventuel de certaines aides, dispositifs liés à l'âge et à l'expérience. Ça, c'est les conséquences. Pour les cabinets d'expertise comptable, la CAVEC, j'ai vu qu'il y avait un passage qui disait que c'était progressif en fin de compte, puisque ce serait réellement applicable à partir de 2027. J'ai vu un passage hier ou avant-hier. Donc, c'est la fin de la déclaration bilatérale, elle bascule en DSN. Donc, pour l'instant, on va basculer en test provisoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la déclaration de CAVEC pour les experts comptables passe en DSN. Donc, il faut bien alimenter les blocs spécifiques pour les cabinets d'expertise comptable. Je vous conseille de le faire dès 2026. Ça vous évitera de refaire les paramétrages en 2027 et tester 2027. Sauf que j'ai vu passer quelque chose qui disait que ça allait être en test sur 2026 pour être obligatoire à partir de 2027. J'ai cru voir passer ça quelque part, donc vérifiez bien. Je n'ai pas eu le temps de mettre mon PowerPoint à jour et de vérifier l'information. Mais sur nos lettres, si vous êtes abonné à nos actualités, vous serez informé. Donc, bien sûr, les bases plafonnées, la CAVEC, avec tout le reste de la CAVEC. Je ne vais pas passer du temps. Vous êtes les cabinets d'expertise. Je ne sais pas s'il y en a autour de
dans cette webinaire, mais c'est un point d'attention concernant la CAVEC. Autre évolution, c'est le CET et le RFP et les autres ajustements. Donc, il y a aussi pour les points de retraite RAFP, ce sont des points particuliers aussi, des nouvelles mesures, j'en parlerai pas, c'est des caisses bien particulières à vérifier. Autre évolution technique, l'extension aux non-salariés. Attention, maintenant, il y a le passereau concernant les non-salariés, il faut passer. La retenue à la source des non-résidents s'étend aux non-salariés via le bloc S89. Donc, le bloc S89 va être de plus en plus utilisé, donc il faut le remplir. Il y a le régime spécial RATP, transfert du recouvrement du régime salarié RATP, qui est maintenant officiel, qui va vers les URSSAF, qui a été confié aux URSSAF aussi, pour ceux qui sont concernés par des anciens salariés RATP dans leur entreprise, qui doivent maintenant être attachés et être déclarés dans les blocs de l'URSSAF. Je ne vais pas expliquer tous les codes, je vous conseille d'aller directement sur l'application si vous êtes concerné, vous aurez les codes ici. Alors, deuxième sujet très important, le service de prévention de santé au travail. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle donnée obligatoire qui sera vraiment obligatoire en 2027, mais je vous conseille de commencer à les renseigner parce que ça va être très long à mettre à jour. Il y a renseigné dans l'établissement votre code de santé au travail dans le bloc 11, donc vérifiez que vos logiciels c'est bien déjà renseigné. Il va y avoir après, pour chaque individu, il va falloir indiquer sur quel code de FPST ils sont rattachés, parce que vous pouvez avoir un établissement, mais les gens sont peut-être un peu plus détachés. Ils peuvent être rattachés à l'intérieur d'un établissement. Il peut y avoir plusieurs codes de rattachement à un TSP. Ces champs permettent d'identifier précisément le service compétent pour chaque salarié pour la gestion des visites médicales et la prévention. Donc ça va être obligatoire surtout en 2027. Je vous conseille de commencer à voir vos logiciels pour commencer à les pré-paramétrer, parce que si vous avez beaucoup de salariés et faire beaucoup de paramétrage et que ce n'est pas actuellement dans votre outil de paye, il faut à tout prix les renseigner. Pourquoi ? Parce que demain, il va arriver la DPAE. Alors la DPAE, je rappelle que c'est une évolution majeure décrite en 2026, mais active en 2027. Ça veut dire qu'à partir de 2027, la DPAE, ce sera un événement, ce sera un bloc, un événementiel en fin de compte, c'est intégrer la DPAE dans la DSN. Ça veut dire dans le flux de déclaration d'embauche et les informations contractuelles au lieu de multiplier les canaux, c'est améliorer la qualité d'identification des salariés, état civil, NIR, SPST, dès l'embauche. Alimenter plutôt les organismes, URSSAF, France Travail, le but c'est que tout le monde soit au courant, et réduire les risques d'oubli de DPAE et faciliter l'archivage pour l'employeur. Qu'est-ce que ça prévoit ? Ça prévoit un signalement DPAE entièrement décrit dans la norme. Nouveau signalement DSN, d'accord, c'est une nature 10, signalement DPAE par un code S205001, donc c'est un événementiel. C'est un dépôt unique vers l'URSSAF et le MSA qui est exclu dans un premier temps. Le périmètre strict, c'est régime général seulement, hors travailleur temporaire, donc le travail temporaire n'est pas concerné pour l'instant, et hors nature de contrat autorisé, c'est les CDI privés, les CDD privés, les CDI publics et CDD publics. Les dispositifs de politique publique conventionnelle, rubrique 40, certains types de dispositifs de politique publique sont interdits. Ça veut dire que tout le monde ne rentrera pas encore dans certaines DPAE, mais tous les CDI et CDD privés publics devront passer par la DSN pour la DPAE. Alors, ça veut dire qu'en DSN, ce qui est important dans la DSN, il faudra mettre la date de début de contrat devient donc prévisible d'embauche dans le cadre de ça veut dire qu'il faudra à tout prix, avant l'embauche, mettre dans votre logiciel de paie et donc dans la DSN les contrats, les gens qui vont être embauchés demain. Éventuellement, si vous avez une embauche demain, il faudra saisir le contrat avec la date de début de contrat qui devient donc prévisible. Il faudra renseigner le nombre de jours de période d'essai. Et il faudra renseigner l'heure prévisible. Ça veut dire qu'on arrive dans la paie à renseigner des choses qu'on n'utilise jamais. Et tout ça avant l'embauche. Parce que je vous rappelle que la DPAE doit être déposée avant l'embauche du salarié. Donc, il faudra envoyer l'événement avant la date d'embauche. Ça veut dire que si vous embauchez quelqu'un demain à 8h30, il faut qu'à tout prix, avant 8h30 demain matin, l'administration ait eu une DSN événementielle de l'embauche de ce salarié-là. Parce que alors j'insiste sur le fait, c'est qu'il y a des pénalités, la DPAE.
Le risque éventuel de tout ça, c'est que maintenant, c'est automatisé et que demain, vous allez recevoir des courriers de toutes les DS, quand vous ferez votre DSN du mois, de tous les gens qui ont été embauchés en cours de mois, que vous n'avez pas déclaré dans les délais, les DPAE, l'événementiel dans le délai, avec sûrement des premières lettres d'avertissement et après l'application des pénalités concernant le non-respect des délais de dépôt des DPAE dans les délais. Attention, préparez-vous, c'est du travail à mettre en place tout ça, parce que ce n'est pas la paye qui aujourd'hui gère tout ce qui est DPAE et tout ce qui est information. Nous, on gère quand la paye, quand le contrat est vraiment effectif. Donc, j'insiste sur l'organisation de cette nouvelle procédure concernant la DPAE au niveau des services de paye. Donc, un signalement, un seul individu, comme pour un AT. Un individu fait l'objet de 2 contrats avec interruption de signalement. Donc, vous voyez tous les détails. Le numéro de fraction doit être 11, message sans fraction, doit être transmise dans les 8 jours précédant l'embauche, ni plus tôt, ni après l'embauche. D'accord ? En cas de correction, une annulée remplace. L'employeur doit donc veiller à la cohérence entre la DPA envoyée à DSN mensuelle qui suivra. Donc, vous voyez que là, dans la DSN mensuelle, on renverra les éléments. Donc, attention aux incohérences. Et il y a bien 8 jours précédant l'embauche. Bon, bien sûr, ni plus tôt, ni après l'embauche. Je dirais qu'on a jusqu'à avant l'embauche, 24 heures avant l'embauche. Hein, d'accord ? Donc, c'est 8 jours, entre 8 jours et la veille avant l'embauche que vous devez envoyer cet élément-là. Donc, dès que vous savez qu'il y a une embauche, qui est prévue d'embauche, même si le salarié ne rentre pas, ben vous verrez. Hein. Donc, ça devient un enjeu. Je rappelle que donc, fiabiliser les DSN en 2026 devient vraiment un enjeu incontournable. En 2026 marque un tournant majeur dans l'exploitation des données SN. Il y a la CRM de rappel déjà sur 2 anomalies, d'accord ? Il va y en avoir de plus en plus à compter de 2027. Hein. Là, il y en a 2 cette année parce que ça va tester, mais ça va tourner. Hein. Les organismes renforcent des contrôles automatiques des alertes et s'appuient de plus en plus sur les données déclarées pour calculer les droits en temps réel. Donc, ça veut dire que la DSN est vraiment un outil aujourd'hui dans tout ce qui est déclaratif, que ce soit pour des droits salariaux, que des droits retraite, que la CAF, que la prime d'activité, etc. Je ne vous parle pas derrière de tout ce qui va se passer sur ce qui est analyse des données sociales. Ça veut dire on va avoir l'égalité avec 6 indicateurs dans le nouvel index qui partira de la DSN. Je ne vous parle pas de vos BDES qui doivent être faits à tout prix à partir de la base de la DSN, puisque s'il y a un contrôle demain, c'est la DSN qui servira à récupérer. Donc, il y a la CRM de rappel, la DSN de substitution. Attention aux incohérences dans le montant d'une aide sociale, dans l'identité, hein, dans les CTP, dans le RGDU, puisque le RGDU pourrait être recalculé par l'administration. Donc, attention aux conséquences de zones mal renseignées, d'accord ? Votre paye peut être bonne, comme d'habitude, moi j'insiste, les payes sont souvent bonnes à 90%, mais malheureusement, les DSN ne sont pas bonnes parce que toutes les zones ne sont pas contrôlées et bien renseignées par les outils. Et les évolutions de 2026, le SPST, ça sera surtout, il faut le renseigner déjà, mais pour les DPE, les CAVEC, l'activité, le PSS, les nouveaux CTP, les IJSS subrogés qu'il faut mettre dedans, des nouvelles contributions, on augmente la sensibilité des flux. Donc, fiabiliser vos DSN n'a jamais été aussi essentiel. Et je crois qu'aujourd'hui, on arrête de jouer depuis 2017. Moi, je me bats depuis 2019 en disant attention, 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 mettez vos outils pour contrôler vos DSN. Ce ne sont pas ce qui sort obligatoirement de la paie que votre DSN est 100% bonne. Il y a des anomalies. Fiabilisez vos DSN. La DSN n'a jamais été aussi essentielle pour éviter les anomalies, préserver les droits des salariés, maîtriser vos relations avec les organismes. Hein, c'est important. ZenDSN, pourquoi nous, on a créé un outil? Pourquoi moi, j'étais dans la paye avant? Pourquoi j'ai trouvé cet outil dès 2019? Je me suis rendu compte que demain, ça allait être très important parce que c'était le risque. Hein. Donc, aujourd'hui, nous, ZenDSN, c'est un contrôle automatisé des DSN en amont des envois pour corriger dès l'origine d'une détection d'anomalie avant de valider la paye. On intègre après toutes vos CRM dans notre application. Ça veut dire qu'on a les API pour aller chercher vos CRM de rappel pour une meilleure facilité de lecture, etc., aussi directement dans notre produit. On peut corriger si par hasard le logiciel de paye n'est pas capable de vous aider à corriger vos anomalies pour éviter les DSN de substitution. On est capable d'avoir des outils, nous, pour faire les blocs de régule. Et puis, ensuite, on génère, bien sûr,
à partir de cette superbe DSN bien maîtrisée, tout ce qui est votre reporting social, en y rajoutant bien sûr des compléments dans nos bases de données comme une BI. Un petit écran d'accueil, un écran de synthèse. Quand vous avez plusieurs sociétés, vous voyez, quand vous vous connectez, tout de suite, vous avez l'écran, le nombre d'établissements que vous avez, vos entreprises, si vous avez déposé vos DSN, si on a reçu des CRM avec des couleurs suivant les cas, le DSN Val, les contrôles de cohérence avec le rouge, tout ce qui concerne un peu des anomalies qui sont en CRM. Orange, ce sera des futurs CRM. Bleu, c'est des choses à contrôler. Les réductions, quand c'est rouge, c'est que vous avez un risque de redressement. Quand c'est bleu, c'est introversé. Le déclaratif, dans le même cas. Le contrôle des individuels agrégés, avec l'individuel et l'agrégé. Et le recalcul des retraites complémentaires, le DSN fiable actuellement, qui permet aussi de contrôler si vous avez des risques ou du trop versé. Et à compter du mois de mars, vous aurez aussi tout le contrôle de vos retraites, vos prévoyances et mutuelles, puisque comme nous avons maintenant accès, si vous nous autorisez à accéder à votre espace de notre entreprise, nous pouvons récupérer vos FPOC de paramétrage de vos prévoyances et mutuelles pour vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence dans vos DSN concernant les prévoyances et mutuelles. ZenDSN, pour finir, il me reste que quelques minutes avant de poser les questions. Les ZenDSN, c'est de la double authentification, de l'intégration SSO, des données hébergées en France, un conformité RGPD, des certificats ISO 27001, une plateforme de logiciels disponible 24 heures sur 24, une hotline avec des experts de la paie qui vous aident à éventuellement vous aider à trouver les moyens de régulariser vos anomalies, des gestions d'utilisateurs, multi-risques, habilitation. On n'a pas de problème de base de données, on traite des gros volumes, gestion des multigroupes, des groupes, des multisociétés, sans limitation de volume. L'indépendance, j'insiste, un atout majeur. Vous avez des gens qui vendent leurs logiciels de paie, qui vous vendent des logiciels de contrôle. Excusez-moi, on constate bien qu'ils ne confondent pas tous les contrôles. Ils peuvent pas. Nous, on est réellement impartial. On fait bien. On n'est pas indépendant d'un éditeur. On ne va pas cacher des anomalies. On va très loin dans la détection et on a une agilité, une adaptation continue. Ça veut dire qu'on évolue en permanence. On a des juristes. On a une juriste en interne qui analyse tous les textes, tous les contrôles et on paramètre tout au fur et à mesure. On applique toutes les normes, la norme NEODS comme la norme NEORS concernant les CRM. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est indépendant et c'était le plus important. Merci de votre attention et je suis à disposition pour répondre à quelques questions que Cécile va essayer de notre assistante marketing et communication notre responsable communication et marketing va me poser pour pouvoir vous répondre. Merci à vous de votre présence et de votre écoute. Merci Alain pour la présentation. Merci à tous pour les nombreuses questions. Je vais les prendre par ordre d'arrivée. On va essayer de répondre à tout le monde. La première question, elle vient de Sandrine qui nous demande si on a encore des anomalies sur le MNS. Alors, aujourd'hui, il y a des anomalies encore sur le MNS, puisque aujourd'hui, si vous ne déclarez pas les JJSS subrogés dans votre DSN, aujourd'hui, le MNS peut avoir des anomalies, bien sûr, par les CRM. Alors, la CRM, je ne sais pas s'ils l'ont corrigé depuis, ils prennent en compte maintenant la valeur qui est déclarée JJSS pour éviter ces 20% qui étaient les cas justifiés, mais il peut y avoir encore des anomalies de MNS. Par rapport au CRM. Et moi, je vois encore des anomalies dans le calcul de certains bulletins de paye aussi concernant le MNS pour non prise en compte de, par exemple, tout ce qui est réintégration mutuelle, je crois. Une prochaine question de la part d'Émilie qui nous demande en cas de brut négatif, est-ce que cela est substituable ? Alors aujourd'hui, le brut négatif est un souci important. Je rappelle qu'il y a le brut négatif. Il y a actuellement des normes, le brut négatif ne devrait pas exister, n'est pas admis par l'administration, il n'est pas substituable. Actuellement, il ne fait pas partie des DSN de substitution. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours cette fameuse période qu'il faut revenir, je ne me rappelle plus le terme, j'arrive pas à trouver le terme, excusez-moi, qui est toujours en discours puisque c'est pour 2027. Mais normalement, un brut négatif ne doit pas exister. C'est un problème de déclaratif. Vous devez, s'il y a un brut négatif, c'est que vous avez à un moment donné fait une annulation de quelque chose de l'année civile précédente et normalement, vous devriez le rattacher à l'année précédente. Mais les logiciels de paie ne sont pas tous bien faits pour ça et aujourd'hui, ce n'est pas substituable déjà. C'est le plus important.
Merci Alain. Une question de Nadège. Bonjour, nous pratiquons la subrogation. Est-ce que les IJSS bruts subrogés rentrent dans la rémunération nette fiscale? Alors là, vous me posez une colle, mais je pense qu'elles sont dans le MNS, dans le net fiscal, je ne sais plus. Je ne peux pas vous répondre. Ça va trop vite. Je dirige l'entreprise et quand il y a des questions, je vais sur les textes, mais n'hésitez pas, on posera la question à nos. On va prendre votre question et on va vous répondre, notre juriste de vous répondre dans ces cas-là. Hein, Cécile, Oui, on la garde de côté. tu la gardes de côté, on Pas répondra à de la personne. souci. D'accord. Une question de Chloé. Nous avons paramétré correctement les IJSS subrogés, mais l'URSSAF ne les prend pas en compte pour reconstituer le MNS et donc leur CRN ressort des anomalies C'est bien ce que je bloquantes. pensais. Que faire? Attendre qu'ils se mettent à jour? Je ne suis pas surpris qu'ils n'aient pas encore mis leur logiciel à jour, mais normalement, donc vous n'avez pas. Vraiment, ce n'est pas substituable, vous n'avez pas à corriger. C'est eux qui déclenchent une anomalie encore en CRM qui n'est pas aujourd'hui, qui est quelque part une alerte, mais qui n'est pas substituable puisqu'ils ont, et ils n'ont sûrement pas encore corrigé. Vous me l'apprenez vous-même. Je n'ai pas encore eu le temps de voir certaines CRM encore depuis le mois de janvier, mais je pense qu'ils n'ont pas encore mis réellement à jour la correction. Mais déjà, les logiciels n'ont pas toujours alimenté correctement dans la DSN. Est-ce que vous êtes assuré déjà que la DSN et les GSS avaient été envoyés en DSN? C'est déjà aussi important de le savoir. Parce que c'est peut-être aussi le cas que vous n'ayez pas envoyé les GSS dans la DSN. Bon, a priori, le problème est récurrent parce que c'est revenu sur plusieurs questions. D'accord, donc ça veut dire que l'administration… c'est Alors, plus soit on n'a global. pas rempli… Alors, nous, on constate qu'il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui ont rempli la zone. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la zone en DSN n'est pas toujours remplie dans nos contrôles, nous. Hein, d'accord? Donc, je réponds… Il faudrait contrôler que la zone est bien remplie dans la DSN. Et là, à partir de ce moment-là, ça veut dire que c'est réellement la SRM qui fonctionne mal. Une pour 2026. De Virginie qui nous demande par rapport à la DPAE, on parle d'une DSN événementielle comme pour les arrêts de travail? C'est ça. Tout à fait. Et c'est ça qui est dangereux. Ça veut dire qu'on demande à la paye de faire une DSN événementielle sur quelque chose qui est une prévision d'embauche, d'accord, qui aujourd'hui n'arrive jamais en paye et souvent qui va nous poser des problèmes parce que si par hasard on crée la paye, le contrat et qu'on ne bloque pas, on peut déclencher une paye. Certains logiciels, quand vous avez créé une paye et puis un contrat, un salarié a un contrat avec une date de début, et il va falloir à tout prix, si le salarié ne rentre pas, le bloquer tout de suite pour éviter de faire une paye en urgence. Ça veut dire, je donne un exemple, on est le 28 février, quelqu'un rentre, donc je fais tout de suite une DPAE. Donc là, le 28 février, on ne me prévient pas. Je ne suis pas persuadé que la paye ne va pas me déclencher sa paye du 28 février pendant qu'il n'est pas arrivé le 28 février. On va me prévenir les gens qui sont dans les agences ou quand on a des multis, comme quoi que le salarié n'est pas venu le 28 février. Donc, normalement, et puis là, je fais ma paye au 28 février, je déclenche la paye à tort. Et ça va être le danger qu'il va y avoir. Il va falloir trouver des moyens techniques ou informatiques pour contrôler, alimenter quelque chose en paye qui n'est pas obligatoirement, qui ne doit pas déclencher de paye parce qu'on ne sait pas si l'embauche a eu lieu ou pas eu lieu, à fin de compte. Donc, il va falloir aussi très, très, très prudent sur ce système de DPAE. Alors, pour l'instant, il faut gérer vos produits de paye, les paramétrer pour que ça marche, pour qu'il y ait bien les heures, tout soit donné, parce que les logiciels n'ont pas encore… Moi, je n'ai pas encore vu dans les logiciels les heures d'entrée, tout ça. Mais c'est surtout quand ça va rentrer en application à partir de 2027. Attention au danger. Merci Alain. Toujours concernant la DPAE, en cas de CDD multiple pour un même salarié, pourrons-nous mettre pas de période d'essai pour 2027? Je ne sais pas. C'est le cahier technique. Aujourd'hui, c'est une zone obligatoire. Est-ce que, vous savez, moi, j'ai fait à un moment donné des payes sur le TZ. On était toujours mettre une période d'essai pendant que c'était des multi-CDD. Puis ils m'obligeaient la zone on mettait une journée, d'accord, c'est tout. Mais je ne sais pas comment ça va être traité en DSN. Je n'ai pas encore l'information là-dessus. Et toujours concernant la DPAE, DSN événementielle pour DPAE, comment ferons-nous lorsque le salarié est embauché le week-end alors que le personnel RH ne travaille pas? Il faut que vous avez 8 jours avant l'embauche, donc il faudra. Alors attention, hein, ils sont retirés aujourd'hui de l'intérim, sont retirés certains contrats comme les intermittents, etc. Les occasionnels, je pense qu'ils n'y seront pas au début, d'accord. Mais ça n'empêchera pas que si vous avez dans une entreprise qui fait les 3-8 et qui a des embauches le samedi ou le dimanche, il faudra faire la déclaration le vendredi.
Et puis c'est tout. Voilà le problème. Sans quoi, il faudra trouver des outils informatiques qui permettent d'envoyer un événementiel le samedi sans que vous soyez là à la paye. C'est des problèmes organisationnels, c'est des sujets que personne n'aborde quand on met des outils en place de ce type. Parce que c'est vrai qu'on a une précision de Josiane qui nous donne le contexte. Un secteur médico-social, les remplacements sont en dernière minute. Oui. Je suis complètement en phase. C'est bien le problème d'aujourd'hui d'automatiser les choses, parce que le problème, c'est que vous allez sûrement pas pouvoir le faire. Et là, vous allez recevoir des lettres avec des pénalités et il va falloir se bagarrer pour faire annuler les pénalités, parce que je vois très bien l'administration demain générer les pénalités automatiquement par rapport à ces dates de déclaration et les dates de début de contrat en disant, bon, vous n'avez jamais déclaré la DPS dans les délais, maintenant ça va être automatisé comme partout. L'IA va se faire aussi dans les administrations. Il va y avoir des automatismes sur tout ça. Et là, on va recevoir des courriers, il va falloir faire des notes, des courriers de réponse en disant c'était pas possible, on n'a pas les services, c'était urgent. Il va falloir demander toujours des exonérations. On va faire du courrier. J'ai une autre question, Alain, concernant la DPAE toujours. Et si le salarié ne se présente pas le jour de l'embauche? C'est une question de Laurence. Comment on fait? Il faudra dire qu'il n'a pas été embauché. Il faudra renvoyer un événement comme quoi qu'il n'a pas été embauché. Ça refait une démarche. Oui, toujours. Non, mais c'est vraiment pas le cadeau pour la paye. Sérieusement, c'est pas un cadeau. Ça, il va falloir aussi au niveau des services de paye remonter ça, que ce dossier-là ne va pas arranger l'organisation des services de paye. J'ai une autre question de la part d'Émilie, cette fois plutôt concernant le produit. Vous avez des API pour récupérer les CRM pour tous les logiciels de paye? Les CRM, c'est pas alors, notre produit, il intègre, c'est une norme, la CRM. La CRM, c'est comme la DSN, c'est une norme, c'est un format. À partir du moment donné que vous avez paramétré dans notre outil votre compte administrateur et votre mot de passe administrateur de votre net entreprise, nous, on va par API récupérer votre CRM, qu'elle soit d'URSSAF, qu'elle soit sur tel logiciel, SILAE, ADP, Cegid, Cegedim, Sage, etc. La CRM, elle est pour ça ne dépend pas du logiciel, c'est une CRM. Ça dépend de la DSN, donc c'est un format type et on intègre et on charge et après on le décrypte. On a des webinaires là-dessus et n'hésitez pas, on vous montrera comment on analyse ces CRM. Mais on reçoit toutes les CRM comme on lit toutes les DSN, puisque la DSN n'est pas liée à un logiciel de base. Ce qui est l'avantage pour le reporting, c'est qu'on n'a pas besoin de faire d'interface pour le reporting quand on est en SIRH. Si on a plusieurs logiciels de paye, plusieurs plans de paye, la DSN est déjà normée pour faire du reporting. Ça veut dire que quand on fait du turnover, c'est facile. On prend toujours les blocs d'absence. On n'a pas besoin avec les codes de la DSN. Émilie complète sa question. On me demande, oui, mais vous les récupérez comment? Par API, ça veut dire que c'est notre système, c'est comme vous avez un éditeur qui envoie les DSN en automatique sur Net Entreprise. Nous, on est pareil, on va chercher les CRM en automatique. C'est des robots, c'est de l'informatique pure, c'est ce qu'on appelle des API. C'est des robots qui vont chercher tous les soirs, qui questionnent votre compte Net Entreprise pour voir s'il y a une CRM d'arrivée et qui le met dans nos systèmes pour après les analyser. Mais comme on récupère le FPOC, comme on récupère plein de choses de ce type, à partir que vous nous donnez les droits, bien sûr. Du moins, vous paramétrez les droits. Vous ne donnez pas à nous les droits, que vous paramétrez dans notre solution les droits, comme vous paramétrez dans vos logiciels de paye l'envoi de la DSN par un code Net Entreprise et un mot de passe. Alors, vous ne le voyez peut-être pas toujours, mais il y a toujours ce paramétrage à faire aussi dans les logiciels de paye pour pouvoir déposer la DSN en automatique, sans que ce soit vous qui la déposiez en manuel sur Net Entreprise. Merci Alain. Une question de Jessica pour la déclaration des jours travaillés. Si nous sommes en paye au 30e, on déclare 30 jours ou les jours calendriers? Exemple, pour un mois de mai, 30 jours de paye, on déclare 30 jours ou 31 jours de mai. Le plafond aujourd'hui, le plafond, il est de 4005, je crois. Si vous êtes au mois de janvier, c'est 4005 divisé par 31. C'est 4005 divisé par 28 au mois de février. 4005 divisé par 30 quand vous êtes au mois d'avril. Donc, c'est le nombre calendaire réel du calendrier. Ce n'est pas 30e. Après, le 30e, c'est une formule de calcul, éventuellement, de valorisation d'absence, comme on calcule sur 21 667 quand on est en jour ouvré. D'accord? Mais ce n'est pas du tout le nombre de jours calendaires c'est le nombre de jours calendaires du mois. Ça veut dire un salarié, il est absent une journée. Si vous êtes au mois de janvier, vous devez déclarer 30 jours. C'est non rémunéré, je peux bien non rémunéré. Si l'absence de 2 jours, c'est
29 jours si vous êtes au mois de janvier. Si vous êtes au mois de février, s'il travaille tout le mois, c'est 28. S'il est absent d'une journée, c'est 27. Et ainsi de suite. C'est vraiment le jour calendaire du mois. Et c'est bien le problème qu'on a dans les logiciels. Ce qui fait qu'il y a une anomalie, et c'est pour ça qu'on a des CRM de rappel qui recalculent le plafond et qui créent des anomalies dans le calcul du plafond. Donc, si vous envoyez toujours 30, c'est faux. Comme si vous envoyez rien du tout. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui n'envoient pas. Donc, dans ces cas-là, l'administration prend le nombre de jours. Si votre salarié a travaillé qu'une journée, il va mettre 31. Merci Alain. Une question d'Amina. Est-ce que la déclaration des PAE via la DSN sera obligatoire à partir de 2027 ? Ah oui, c'est ce qui est prévu. C'est 2026, 2027, c'est ce qu'il y a de prévu obligatoire dans les textes aujourd'hui. La DPE, alors pour tous les CDI que j'ai dit, CDI privés, CDD privés, pas tout ce qui est intérim, intermittent du spectacle, contrat occasionnel, je crois, ne sont pas partis. Certains contrats ne seront pas considérés, mais sinon, il n'y aura plus d'accès à l'entreprise pour faire des DPAE par le site des DPAE comme actuellement. Et je me permets, même pour le secteur public, les CDI publics, comme je vous ai dit tout à l'heure, CDI public ou privé. Et CDD privé. Public comme privé. CDD. Sauf certaines catégories de population, j'insiste. C'est ça, il y a un périmètre qui est défini. Il y a un périmètre. Une question de Christelle. En 2025, nous avons reçu des CRM qui nous indiquaient des anomalies du net social à cause des IJ qui ne sont pas repris dans le net fiscal, mais repris dans le net social. Comment devons-nous procéder pour ce type d'anomalie qui n'en est pas une au final ? Il ne faut rien faire, vous laissez tomber. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de CRM de substitution, c'est une anomalie, c'est une alerte. Vraiment, l'administration reconnaît qu'elle n'est pas assez bien documentée, cette alerte. C'est une CRM, c'est une alerte. Maintenant, si vous êtes bon et que votre net social est bien celui qui est sur votre bulletin de paie, qui est déclaré dans la DSN, il n'y a rien à faire. Par contre, à partir de 2026, comme ils ont rajouté les codes nécessaires, là, il faudra faire attention parce que ça veut dire que vous aurez réellement un problème sûrement sur vos payes. Alors, à moins que votre montant de net social ne soit pas bon. Alors, ça, il faut le contrôler quand même, la CRM. Mais normalement, je pense que sur votre paye, elle est bonne et qu'elle est bonne en DSN, j'espère pour vous. Mais normalement, eux, ils détectent des anomalies, mais parce qu'ils n'ont pas les éléments pour contrôler. Justement, ils n'avaient pas les IJ, il y a d'autres cas qu'ils n'avaient pas. Et ils ne peuvent pas contrôler que vous avez raison ou tort. C'était une anomalie qui pouvait être fausse. Donc, rien à faire. Elle n'est pas substituable. Rien à faire. À contrôler quand même. Si vous n'avez pas envoyé un mauvais montant de net social, ça aurait des conséquences importantes sur le salarié. Ça veut dire qu'il faut faire du sondage, il faut contrôler votre logiciel de paye. Mais si vous avez des anomalies et que votre paye est bonne et que vous avez envoyé en DSN le bon montant qui est sur votre paye, vous n'avez rien à faire, même s'il y a une CRM qui déclenche une anomalie. Merci Alain. Concernant la DPAE et l'absence du salarié à l'embauche, comment régulariser ? Est-ce que c'est possible sur la DSN mensuelle ? Sur la DSN mensuelle, il va être sûrement dit qu'il n'est pas rentré. Alors, je n'ai pas regardé tout le détail, mais je pense qu'au niveau de la DSN mensuelle, sera signalé comme quoi que le contrat n'a pas eu lieu. En fin de compte, il y aura sûrement une date de sortie qui sera le même jour que la date d'entrée. En fin de compte. Comme si il n'avait pas travaillé. En fin de compte. Alors, je n'ai pas relu tout le détail, mais dans la DSN mensuelle, le contrat sera parti. Il aura été créé. Puisqu'il a été créé, il faudra bien qu'il y ait une zone. Je n'ai pas regardé. Je pense qu'il mettrait la date de fin. La date de fin sera renseignée, je dirais, le jour à la même heure. Je ne sais pas comment ils ont prévu de traiter le problème de la fin. Ce serait peut-être précisé. Ou est-ce que ça sera un événement de fin de non-entrée? Je n'ai pas encore eu l'information. Je ne l'ai pas encore vu. Une question de Josiane. Nous avons des salariés enseignants rémunérés par l'Éducation nationale, secteur association, pour qui nous établissons un bulletin de paye pour paiement d'une prime Ségur. Comment calculer la base de TA si nous ne connaissons pas les rémunérations de l'Éducation nationale? Ce ne sont pas des employeurs multiples car il s'agit de contrat tripartite entre nous, l'Éducation nationale et l'enseignant. Alors là, vous répondez à une question qui est bien spécifique. Je vous conseille, je ne suis pas spécialiste de tous ces cas-là, je connais bien certaines choses, mais dans ces cas-là, c'est pareil comme tout à l'heure, la première réponse, on prend les coordonnées et puis on regardera avec notre juriste qui pourra essayer de vous répondre dans ces cas-là. Oui, on va essayer de regarder ça. Là, vous êtes trop dans le détail, il ne faut pas demander trop. Puis je pense que tout le monde, pas tout, dans le social, on peut tout répondre, mais faire attention à nos réponses, il vaut mieux qu'on contrôle par des spécialistes. Exactement. Une question d'Amina. Comment pourrons-nous remonter tous ces soucis concernant l'automatisation de la DPAE et auprès de qui? Ça va être sûrement… il va y avoir le problème de votre éditeur qui est l'intermédiaire. Alors, je vous rappelle que l'éditeur
et l'intermédiaire avec les administrations de la DSN par une association qui s'appelle la SDDS. Donc, j'espère que les éditeurs vont soulever les problèmes dans leur association SDDS pour dire quels sont les problèmes que les clients vont rencontrer sur cette mise à jour de DPAE. Je n'ai pas d'écho. Nous, on essaye de rentrer à la SDDS, justement au syndicat des éditeurs de DSN, pour justement aussi, parce on gère tout ça, parce que nos clients, ils nous posent des questions. Donc, l'idée, ça serait de rentrer dedans. Donc, j'espère qu'un jour, on va nous accepter à ce syndicat pour aussi participer à remonter les informations de difficultés. Donc, il faut repasser par les éditeurs déjà. Et puis après, c'est l'organisme qui a les DPE, c'est qui va être sûrement votre intermédiaire. Vous devez, vraiment, en général, même quand vous aviez les DPE, vous aviez un intermédiaire, c'est avec eux qu'il faut remonter l'information des difficultés. Mais la première étape, c'est peut-être votre éditeur, de soulever le problème à l'éditeur, comment il va traiter ce problème de DPE et dans son logiciel et les problèmes rencontrés, comment ils vont être soumis à l'administration par l'association, la SDDS. Je pense que c'est là le mieux qui va travailler avec le JPMDS. Merci Alain. La dernière question de Rachida. Bonjour, on a des déductions patronales dans le secteur de l'aide à domicile. Je n'ai pas compris en ce qui concerne le RGDU. Y avons-nous le droit également? Est-ce cumulable ou non? Attends, je n'ai pas compris. Excuse-moi, vas-y. On a des déductions patronales dans le secteur de l'aide à domicile. Oui, tout à fait. C'est une cotisation que c'est un calcul complètement différent. Oui, tout à fait. En ce qui concerne le RGDU, y avons-nous le droit également? Est-ce cumulable ou non? Je crois que la RGDU a quelque chose aussi que spécialement pour les aides à domicile. Alors, je n'ai pas toute la RGDU parce que moi, j'ai contrôlé surtout les valeurs, etc. Mais dans nos programmes, on a des programmes spécifiques à l'aide à domicile concernant le calcul de la RGDU comme la RGCP. Donc, je pense que pour les aides, puisqu'on a des clients qui sont dans l'aide à domicile, ils nous auraient fait remonter l'information si on ne contrôlait pas correctement la RGDU. Donc, pour moi, nous appliquons tout. Je ne suis pas encore pareil. Je ne peux pas répondre tout comme ça facilement, mais on peut vous répondre aussi par mail. On complétera par mail la réponse. Mais oui, pour moi, il n'y a pas de souci. Merci Alain. Et du coup, je me permets, je viens de voir la question de Djenaba. Je pense qu'on va devoir fouiller un petit peu aussi. L'URSSAF a-t-elle publié une formule détaillée du montant d'aide sociale, en particulier pour les sommes issues de la participation? Nous rencontrons une anomalie et cherchons la règle exacte. Ouais, c'est pareil, ça faut nous le soumettre. On va poser la question à Lucie, qui est notre juriste, qui va éventuellement pouvoir vous répondre. On va regarder si on peut vous aider là-dessus. Vous aider là-dessus, d'accord? Donc voilà, donc on insiste, moi j'insiste, il n'y a plus d'autres questions. Donc j'insiste, il faut à tout prix que vous utilisiez des outils. La DSN, je le rappelle, c'était un sujet qui devait faire gagner du temps. Ça fait gagner du temps sur certains services, mais pas au niveau de la paye. Et puis, je pense qu'un outil de contrôle de DSN, c'est comme un peu une GTA, c'est comme un peu la dématérialisation des documents. C'est un outil indépendant, ça ne peut pas dépendre de l'éditeur. L'éditeur, il ne peut pas tout voir, il ne peut pas tout contrôler. Il y a des problèmes de saisie, il y a des problèmes de ça. Donc, il faut vraiment être indépendant pour s'assurer que nos DSN, on les envoie correctement et que demain, parce qu'avec tous les CRM qui vont tomber, tous les contrôles qui vont tomber, on n'est pas des gens qui soient payés à faire de l'analyse et répondre comme quoi ils ne sont pas d'accord. Je rappelle que sur les CRM, le problème majeur, c'est quand même les CRM par établissement. Donc, quand vous avez des multi-établissements, lire les CRM, c'est compliqué. Donc, notre outil permet aussi de lire multi-établissements, multi-sociétés. Donc, voilà pour conclure. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des interrogations. Et puis, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un bon appétit puisqu'il est midi. Nous avons bien travaillé tous ensemble, j'espère. Et à très bientôt à vous tous et merci de votre présence. À bientôt. Merci à tous, à bientôt.